Bonjour, je suis une femme d'une cinquantaine d'années. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous ressentiriez si vous deveniez soudainement riche? J'ai toujours rêvé de tomber sur un tas d'argent sans aucun propriétaire en vue. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il joue certainement un rôle dans notre satisfaction. L'idée qu'avoir plus d'argent équivaut à une vie meilleure m'a longtemps trotté dans la tête, mais la réalité m'a fait changer d'avis. J'ai appris que même avec une abondance de richesse, le malheur peut toujours se frayer un chemin. C'est cette histoire que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Tout a commencé il y a des années, lorsque j'ai rencontré mon mari dans une usine où nous travaillions tous les deux. La connexion a été immédiate et nous nous sommes rapidement attachés l'un à l'autre. Après un an de relation, nous nous sommes mariés. Financièrement, nous n'étions pas très riches. Mon grand-père paternel m'avait laissé un peu d'argent, mais ce n'était pas grand-chose. Mon père, veuf, avait déjà dépensé sa part. Quant à mon mari, originaire de la campagne, il vivait dans une caravane avec sa mère célibataire et s'efforçait de rembourser les dettes de son père. Nous venions d'un milieu modeste. Nous avons à peine réussi à organiser un petit mariage et nous avons commencé notre vie de couple dans un minuscule studio au sous-sol, après avoir rassemblé $1000 pour la caution. C'est ainsi qu'a commencé notre parcours en tant que couple. Mon mari était gentil et j'étais connue pour ma frugalité, souvent taquinée pour être trop économe. Pourtant, malgré notre situation modeste, nous trouvions de la joie dans la simplicité de la vie. Nous rêvions d'avoir un enfant lorsque la situation s'améliorerait, économisant près de 80% de nos revenus pendant 3 ans pour emménager dans un appartement de 2 chambres. Enfin, 3 ans après avoir prononcé nos vœux, nous avons fait nos adieux au sous-sol. Le jour où nous avons déménagé, l'exaltation de payer le loyer pour un meilleur endroit est encore présente dans ma mémoire. À l'époque, nous pensions que si nous continuions à économiser avec diligence, nous réaliserions notre rêve de posséder une maison. Nous avons travaillé sans relâche, même en faisant des heures supplémentaires, et nous avons trouvé le bonheur dans des plaisirs simples comme le jambon et les œufs au plat. Au bout de 7 ans, mon mari a estimé que nous étions financièrement prêts à avoir un enfant, mais je voulais retarder le moment d'être parent. Contrairement à lui. Avant l'achat de notre maison, l'idée d'une grossesse est restée à l'arrière-plan. Cependant, compte tenu de la baisse potentielle de nos revenus et de la probabilité que je quitte mon emploi à l'usine pour m'occuper de notre enfant, j'ai estimé qu'il était trop tôt pour se lancer dans la parentalité. Bien que je comprenne le désir de mon mari d'avoir un enfant, j'ai secrètement commencé à prendre des pilules contraceptives, feignant d'ignorer ma capacité à concevoir. Au fil du temps, mon mari a commencé à s'inquiéter, attribuant ma prétendue infertilité à ma routine de travail épuisante. Il m'a suggéré de faire une pause dans mon travail, estimant que le repos était essentiel à la conception, reprenant le conseil selon lequel les mères doivent se détendre pour augmenter leurs chances d'avoir un enfant. Frustrée, j'ai résisté à l'idée de quitter mon travail, insistant sur le fait que si je ne pouvais pas tomber enceinte, c'était indépendant de ma volonté et qu'il n'était pas nécessaire de sacrifier ma carrière. Il a interprété ma réticence comme une manifestation de stress due à des problèmes de fertilité. Malgré son désir d'être parent, j'ai perçu les rêves de mon mari d'une famille heureuse comme quelque peu irréalistes, alimentés plus par l'idéalisme que par l'aspect pratique. Refoulant mon scepticisme, je me suis abstenue d'exprimer mes doutes en l'observant regarder avec nostalgie d'autres enfants. Mon irritation initiale s'est transformée en ambivalence. Son désir sincère de fonder une famille a commencé à résonner en moi. Finalement, la nouvelle du bébé de ma collègue a suscité de nouvelles émotions en moi, déclenchant le désir d'expérimenter la maternité pour la première fois. J'ai décidé de travailler jusqu'à ce que je tombe enceinte, en promettant à mon mari qu'une fois que ce serait le cas, je quitterais mon emploi. Tranquillement, j'ai cessé d'utiliser en cachette des pilules contraceptives, optimiste quant à la perspective de concevoir bientôt. Cependant, la réalité s'est avérée plus difficile que prévu, suscitant des inquiétudes quant à une éventuelle infertilité et à l'utilisation prolongée de contraceptifs. Après mûre réflexion, j'ai pris la décision de démissionner de mon emploi et de me consacrer entièrement à la recherche d'une grossesse. Le voyage vers la construction d'une famille est devenu une aspiration commune,
transcendant les réserves initiales et ouvrant la voie à un avenir plein d'espoir. Nous avons traversé une phase difficile au cours de laquelle des connaissances proches semblaient ignorer nos besoins, alors que des étrangers cherchaient constamment à obtenir une aide financière. Le fait de décliner poliment leurs demandes a engendré du ressentiment, transformant l'envie en hostilité pure et simple. Des rumeurs fausses et absurdes ont circulé, marquant le début d'une période difficile. En acquérant une somme substantielle de manière inattendue, nos proches ont pris leur distance, tandis que des personnes auparavant désintéressées ont cherché à attirer notre attention. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre, affirmant à tort que notre nouvelle richesse n'était que de la chance, ce qui a conduit à une attitude de surfacturation. Finalement, nous avons dû couper les ponts avec tout le monde et déménager dans une région inconnue. Dans ce nouveau chapitre, mon mari a réalisé son rêve d'ouvrir un restaurant en consacrant du temps à l'apprentissage de recettes auprès de vendeurs de rue renommés. Grâce à son dévouement, notre établissement a rapidement gagné en popularité, confirmant l'adage selon lequel il faut de l'argent pour faire de l'argent. Nous avons été très reconnaissants à mon père de nous avoir légué un terrain de grande valeur. De manière inattendue, la famille de mon mari a appris que j'avais hérité et a commencé à demander une aide financière. Malgré mon âge et mes problèmes de santé, je me suis retrouvée chargée de régler les dettes de mon beau-père. Les demandes ont persisté, allant de la demande d'une maison comparable à la nôtre à des demandes de cadeaux et de bijoux extravagants. L'absurdité de leurs demandes m'a d'abord laissé sans voix. Cependant, les obligations familiales l'ont emporté et j'ai accédé à contre-ségur à leurs demandes, soutenant même le désir de ma belle-sœur d'avoir un mariage somptueux. Les attentes démesurées se sont poursuivies, avec l'idée qu'épouser un médecin nécessitait de répondre à certaines normes financières. Face à ces exigences déraisonnables, mon silence initial s'est transformé en une acceptation réticente, car je me suis retrouvée à répondre à leurs attentes financières, ce qui a fini par distendre les liens familiaux. Dans ma situation actuelle, ma famille se limite à mes beaux-parents et je les aide financièrement chaque fois que nous en avons les moyens. Cependant, les choses ont empiré lorsqu'ils ont commencé à utiliser mon héritage comme s'il s'agissait du leur. Leur comportement m'a de plus en plus dérangée. Le point de rupture est survenu un soir où ma belle-mère a évoqué avec désinvolture les dépenses importantes liées au mariage de sa fille. Au retour de mon mari du restaurant où il travaillait, je lui ai fait part de ma décision de ne plus soutenir financièrement sa famille. Étonnamment, il a accepté, mais avec un manque d'enthousiasme notable. Bien que cela me dérange un peu, je ne pensais pas qu'il aurait des sentiments négatifs à ce sujet. Je m'étais lassée de dépenser de l'argent pour sa famille, surtout si l'on considère les sommes importantes que j'avais déjà versées. Au fil du temps, j'ai senti un changement dans le comportement de mon mari. Le restaurant, autrefois florissant et populaire, a commencé à connaître une baisse de clientèle. Intriguée par la cause de ce changement, je me suis rendue à l'improviste à l'heure du déjeuner. À ma grande surprise, mon mari était absent et les employés semblaient surpris par mon apparition soudaine. Il s'est avéré qu'il m'avait trompé sur son lieu de travail et qu'il ne gérait plus le restaurant depuis un certain temps. Comprenant que la négligence du propriétaire avait condamné le restaurant, j'ai commencé à douter du caractère de mon mari. J'avais entendu parler de personnes qui changeaient pour le pire lorsqu'elles recevaient une somme d'argent importante, succombant à la vanité, à la tentation et même à l'infidélité. Un jour, j'ai suivi secrètement mon mari alors qu'il prétendait se rendre au travail et je l'ai découvert en train de garer une voiture étrangère coûteuse à une certaine distance de notre maison. Il s'est ensuite transformé en quelqu'un prêt à jouer au golf sur un terrain de golf, un passe-temps dont il ne m'a jamais parlé. Mon étonnement s'est accentué lorsque je l'ai vu rencontrer une femme beaucoup plus jeune sur le terrain de golf et s'embrasser passionnément. Confirmant mes soupçons à l'aide de factures de carte de crédit, j'ai été anéanti en réalisant que mon mari avait bel et bien une liaison. À ce moment-là, je me suis sentie complètement trahie par mon mari et sa famille, me demandant à qui appartenait l'argent qui avait réellement amélioré leur vie. Je ne pouvais pas me pardonner d'avoir été trompée si longtemps, me sentant comme une idiote naïve qui s'était laissée prendre à leur jeu. Faisant entièrement confiance à mon mari, je me suis rendue directement dans le cabinet d'un avocat pour obtenir des conseils sur le divorce. Il est apparu clairement que l'obtention d'un jugement de divorce était dans mon intérêt,
et ce soir-là, j'ai remis les papiers du divorce à mon mari. Même s'il avait plaidé pour le pardon, sa réponse donnait l'impression qu'il avait attendu que je prenne l'initiative du divorce et qu'il avait rapidement accepté. Intérieurement, j'étais furieuse de son comportement éhonté, mais ce qu'il a dit le lendemain était encore plus exaspérant. Il a évoqué le partage de nos biens alors que nous acheminions vers le divorce, suggérant un partage 50 à 50. J'ai trouvé absurde de diviser les biens de cette manière. Cet argent est le mien, hérité de la vente des biens de mon père, ai-je fait valoir, quel droit as-tu de le réclamer ? Sa position était qu'en tant que couple marié, tous les biens étaient communs, quelle que soit leur origine. Il m'a rappelé ses contributions en déclarant « J'ai travaillé moi aussi. Tu te souviens du restaurant ? J'ai gagné ma part. » En réponse, j'ai fait face à ses achats extravagants et à son infidélité, le désignant comme le conjoint fautif. Il m'a répondu « Tu n'auras rien de moi ». Il a même menacé de compter les dettes qu'il avait couvertes pour ma famille et les dépenses liées au mariage de ma sœur, dans l'intention de me faire rendre des comptes. Il est resté sans voix lorsque j'ai remis en question sa surveillance sur ces questions. Le lendemain, il a semblé avoir des remords et n'a cessé de me jeter des regards furtifs, semblant essayer de reprendre notre routine habituelle au restaurant. J'ai dû perdre la tête pendant un moment, a-t-il admis. Je travaillerai dur et je serai fidèle, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Il a fait appel à la gratitude familiale et à la croyance traditionnelle selon laquelle la gentillesse d'un mari dans sa vieillesse est le remboursement des difficultés qu'il a endurées pour sa femme dans sa jeunesse. Malgré ses efforts pour me faire plaisir, je suis restée fermée à cause de la trahison que je ressentais. Mon entourage critiquait ma dureté, ignorant notre véritable histoire. Cependant, un tournant s'est produit lors d'un incident impliquant ma belle-mère. L'avocat s'est inquiété. « Chérie, tu es quand même un peu excessive. Il s'agit bien de l'héritage de votre père, mais il n'y a aucun bien au nom de votre mari. Sans aucun bien à son nom, comment votre mari pourrait-il se lancer dans les affaires ? Je suis très déçue de voir mon propre fils vivre sans aucune fierté. » En réponse, mon mari s'est interposé. « Maman, arrête. S'il te plaît, l'héritage est au nom de ma femme. » Perplexe, j'ai demandé « Pourquoi ? » Naturellement, il devrait être à mon nom. Ne parle pas ainsi alors que nous prospérons tous les deux grâce à elle. J'ai eu du mal à supporter les paroles de ma belle-mère, mais mon mari a pris ma défense, expliquant que l'héritage était légitimement à mon nom. Au fil du temps, il a continué à rectifier ses erreurs passées, en faisant amende honorable et en travaillant dur. Peu à peu, j'ai commencé à m'ouvrir à l'idée de lui pardonner. J'ai cru qu'il ne répéterait pas ses erreurs par peur et j'ai choisi d'aller de l'avant. Cependant, ma perception de mon mari a pris une tournure inattendue. Je l'ai découvert dans un endroit inattendu, toujours en relation avec la même fille avec laquelle il prétendait avoir mis fin à ses relations. Je l'ai entendu discuter de l'achat d'un appartement, assurant à la fille qu'il ne se ferait pas prendre. Sous le choc, mes mains tremblaient alors que j'accordais à nouveau ma confiance à mon mari. J'avais même changé le titre du restaurant à son nom et versé une partie de mon héritage sur son compte en banque afin d'apaiser ses inquiétudes financières. Incapable de contenir mon choc plus longtemps, je les ai confrontés. Ma belle-mère s'est approchée, traitant l'autre femme comme si elle était sa belle-fille. Attendant avec impatience ses petits-enfants, incapable de me retenir, j'ai dit « Avez-vous regardé autour de vous ? Je ne peux pas dormir parce que je n'ai pas de petits-enfants. » Autrefois, une femme sans enfant était chassée. J'espère que vous me donnerez un petit enfant pour perpétuer le nom de notre famille. L'autre femme l'a rassurée, exprimant sa réticence à être une maîtresse. Tandis que j'analysais la situation, je ne pouvais m'empêcher de me sentir chanceuse d'avoir été témoin de cette révélation. J'ai découvert les activités trompeuses de mon mari et de sa famille concernant mon héritage et notre copropriété. Au début, j'ai eu envie de me venger, mais je me suis retenue. Pour la première fois de ma vie, j'ai envisagé de faire appel à l'expertise d'un détective pour découvrir les agissements clandestins qui se déroulaient dans mon dos. L'enquête a révélé que mon mari cherchait à s'approprier mon héritage avant d'entamer une procédure de divorce.
Chose choquante, ma belle-mère était activement impliquée dans ce complot, se délectant de l'aubaine potentielle, réfléchissant à la manière de récupérer les fonds que j'avais involontairement confiés à ces opportunistes. J'ai élaboré un plan stratégique. Le point central de ce plan était l'anniversaire de ma belle-mère, qui devait avoir lieu le mois suivant. Pour séduire mes cibles sans méfiance, ma belle-mère, mon mari et ma belle-sœur, j'ai organisé une réservation pour une croisière somptueuse en Europe du Nord. La simple mention d'une croisière les a laissés perplexes, s'interrogeant sur la nécessité d'un voyage aussi extravagant. Malgré leurs hésitations initiales, ils ont fini par accepter, attribuant leur décision à ma réflexion. En les observant partir pour leur voyage, j'ai dissimulé mes intentions derrière un sourire éclatant, comme une bête cachant ses griffes en leur absence. J'ai commencé à mettre en œuvre une série d'événements méticuleusement planifiés, destinés à améliorer leur vie à leur retour. La première étape consistait à vendre les restaurants que j'avais créés pour mon mari. Mettant à profit mon statut d'épouse, j'ai orchestré la vente en douceur, en évitant tout soupçon. Après avoir rapidement obtenu l'acompte final, je suis passé à la vente de l'appartement en copropriété où résidait ma belle-mère. Heureusement, la propriété était à mon nom au moment de l'achat, ce qui a facilité la transaction. Grâce à une procédure de dépôt fiduciaire efficace, j'ai pu récupérer rapidement mes fonds dans les 2 semaines qui ont suivi leur départ en croisière. Ce démantèlement stratégique m'a permis de récupérer la majeure partie de l'argent que j'avais investi dans leur projet. Une fois ces actions terminées, j'ai porté mon attention sur le mari de ma sœur, marquant ainsi le début d'une nouvelle phase dans ce plan complexe. Mon mari et moi avons récemment eu une conversation au cours de laquelle j'ai évoqué le fait que j'avais payé de nombreuses choses pour ma belle-sœur, comme sa maison, sa voiture et ses frais d'hospitalisation. Ces paiements ont été effectués grâce à l'héritage de mon père. J'ai mentionné que si nous devions divorcer légalement, j'attendais de ma femme qu'elle me rende toutes ces choses. Je lui ai demandé si elle les rendrait ou si elle garderait tout et procéderait au divorce. À ma grande déception, le mari de ma belle-sœur a refusé de rendre les objets et a déclaré son intention de divorcer. Il a même déclaré qu'il demanderait le divorce avant qu'elle n'ait eu l'occasion de rendre quoi que ce soit. La veille du retour de mon mari, j'ai discuté de cette situation avec lui. Sans le savoir, lorsqu'il est rentré avec sa mère et sa sœur, elles se sont soudain retrouvées sans un sou. Sa sœur avait divorcé et n'avait nulle part où aller, cherchant refuge auprès de parents éloignés qui avaient coupé les ponts avec eux en raison de leur nouvelle richesse. Désespérés, ils se sont mis à ma recherche. Ironiquement, le mari de mon ex-belle-sœur est devenu une précieuse source d'informations. En découvrant leurs difficultés, j'ai pu trouver la paix et profiter de la vie que je n'avais jamais eue au Canada. Cela m'a aidé à guérir de la douleur et de la trahison que j'avais subie parce que j'avais été trompée et qu'on avait profité de moi. Une fois mon visa expiré, je suis retournée aux États-Unis et j'ai entamé une procédure de divorce. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu mon mari, mais au tribunal, je n'avais qu'une idée en tête, exiger la restitution de mon argent et dénoncer sa fraude. Je voulais voir de mes propres yeux à quel point il vivrait bien après nous avoir menti et trompé. Mon ex-mari est apparu pratiquement déséquilibré au tribunal, criant à tue-tête, tandis que sa mère avait l'air étonnée et confuse de toute cette situation. Le juge a tout observé et a finalement tranché en ma faveur. Bien que j'ai ressenti un certain soulagement d'avoir divorcé, je n'ai pas été complètement heureuse. En observant l'incapacité de mon ex-mari à accepter la décision du tribunal, j'ai réalisé qu'il ne serait plus jamais la personne travailleuse et gentille qu'il était auparavant. L'influence de l'argent l'avait empoisonné. Paradoxalement, je me suis souvenu des moments difficiles que nous avons vécus lorsque nous nous sommes échappés d'un studio exigu situé dans un sous-sol. J'ai réfléchi à ce qu'aurait été ma vie si je n'étais pas tombée sur cette fortune inattendue. Je croyais que l'argent nous apporterait le bonheur, mais cette richesse soudaine a eu des conséquences inattendues, loin de ce que j'avais imaginé. C'est en grande partie à cause de mes propres fautes. Actuellement, je suis en train de préparer la prochaine phase de ma vie. Je m'efforce sincèrement de créer une organisation caritative dédiée au bénévolat. L'objectif n'est pas d'amasser des richesses personnelles, mais de canaliser mes ressources pour en faire une force de changement positif. J'aspire à exercer une influence bienveillante, en catalysant les résultats dans notre monde.
Selon moi, la valeur des trésors immatériels dépasse de loin celle de la simple richesse monétaire. Je crois qu'une personne vraiment heureuse est celle qui a découvert ces richesses profondes. À ceux qui ont prêté l'oreille à mon récit, j'adresse mes vœux les plus sincères. Je vous souhaite de connaître un bonheur sans limite, qui dépasse les frontières de la richesse matérielle. Votre attention à l'égard de mon parcours est sincèrement appréciée. Je vous invite à partager vos pensées encourageantes et vos perles de sagesse dans la section des commentaires. Vos likes et vos abonnements sont d'une grande valeur et constituent des piliers de soutien. En espérant que vous passerez une journée exceptionnelle, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.